Bon, dans ton établissement et toi-même, tu dis que tu fonctionnes dans une large gamme de pratiques de classe inversée jusqu'à la classe renversée. Allez, explique-nous un petit peu. Donc la classe renversée, je dirais que c'est une sorte de classe inversée, finalement. C'est le fait de faire produire par les élèves le cours ou une partie du cours par eux-mêmes. Voilà, donc euh, ça suppose qu'il y ait des conditions que les élèves soient dans certaines conditions, qu'ils puissent travailler en groupe, que le contenu du cours soit à leur portée aussi. Et on ne se lance pas comme ça en classe renversée, je dirais, du jour au lendemain. C'est pour ça que je dis, enfin, pour moi, c'est une continuité. C'est un peu, je dirais pas que c'est l'aboutissement de la classe inversée, parce qu'en fait, en renversé, on travaille d'autres choses. On travaille d'autres choses que en classe inversée classique, je dirais. Donc, c'est une modalité de travail où les élèves vont produire une partie du cours. Pour moi, je leur laisse pas tout produire parce que il y a toute une partie que je fais moi-même pour les mettre sur des rails et que ce soit abordable pour eux. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la construction de l'évaluation, la réflexion sur l'évaluation aussi, qui est l'aboutissement de la construction du cours, c'est la construction du devoir. Ce qui est assez amusant, c'est quand je fais moi-même le devoir et qu'ils doivent me corriger. Pour moi, ça c'est très très intéressant, très formateur aussi. Mais on travaillera pas les mêmes choses on peut pas. Enfin, pour moi, on peut pas fonctionner 100% en classe renversée. Voilà, c'est des moments pour travailler un certain nombre de compétences avec les élèves. Donc, tu disais tout à l'heure que, en fait, tu ne pratiques pas toujours la classe inversée, l'hybridation Non, est donc de règle. tout à fait. Alors certains vont considérer que c'est un signe de d'inconstance ou de je ne sais pas ou de non-choix, mais en fait avec les différentes expérimentations que j'ai pu faire, enfin pour moi il n'y a aucune méthode qui est à 100% efficace pour la diversité des choses qu'on veut faire travailler aux élèves. Le cours magistral peut évidemment avoir un intérêt évident quand il s'agit de faire une mise au point scientifique, par exemple, ou, euh, ou de faire une explication très précise, très pointue d'une méthode qu'on veut faire passer aux élèves. Donc tout ce qui est méthode explicite aux élèves, ça c'est extrêmement intéressant pour certains aspects du travail. Et puis après, pour tout ce qui est recherche d'informations, discussion, débat entre les élèves, échange d'idées, qui sont des compétences qu'il faut qu'on fasse travailler nos élèves aussi. La classe renversée paraît intéressante. Et puis après, tout ce qui est méthode d'étude de documents, bon bah là, moi, la classe inversée un peu classique, je dirais, m'intéresse parce qu'on peut dégager du temps, parfois 1, 2 heures ou 3 heures sur un exercice, ce qui est très rarement proposé aux élèves en fait. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont jamais terminé un exercice de leur scolarité. Donc, dégager 2 heures, par exemple, pour que tous les élèves puissent faire un exercice jusqu'au bout, ça me paraît important. Et c'est là aussi les conditions pour que les élèves puissent réussir. Tu es adhérent de l'association Inversons la classe. Qu'est-ce que tu y trouves? Alors ça a été important pour moi parce que j'ai découvert la classe inversée par un collègue d'anglais dans mon lycée qui a découvert ça par ses recherches personnelles. Et puis assez rapidement, on a vu qu'il y avait un mouvement, une association qui s'était créée en France. Donc on a dès 2016 été au CLIC, donc les congrès des classes inversées, pour voir ce qui se passait, voir ce qui se disait, parce qu'au départ, bon, on avait lu des choses et puis on, on bidouillait des choses, mais on voyait bien qu'il fallait absolument qu'on échange avec des gens, qu'on voit ce qui se passait. Et puis donc on est allé à Paris, au départ à deux, et puis tous les ans, progressivement, on amène de plus en plus de collègues du lycée, et ça permet, alors à chaque fois c'est une expérience intéressante, puisque les gens, ben, on fait du lien, on rencontre d'autres personnes, et l'idée du collectif c'est intéressant. Je pense qu'il y a des collectifs qui naissent aussi lors du clic.
Donc, inversons la classe, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment important dans mon évolution professionnelle parce que justement, ça a été le lieu et le cadre dans lesquels j'ai pu voir d'autres choses, rencontrer des gens que j'ai gardés après en contact via les réseaux sociaux pour former après des collectifs disciplinaires qui nous permettent d'échanger, de produire et de travailler ensemble. Donc ça, c'est au niveau de la formation horizontale, c'est vraiment, pour moi, ça a été le cadre de base. Alors, la formation par les pairs, c'est vrai, c'est un des éléments essentiels de l'ADN de Inversons la classe. Mais tu parlais tout à l'heure de création de nouveaux collectifs. Tu es à l'origine, tu participes à la création de nouveaux collectifs, en particulier disciplinaires? Oui, alors c'est lors d'un clic qu'on a créé un collectif donc autour de professeurs d'histoire-géographie qui avons mené un certain nombre de projets. Donc, on était sur le projet Carte Exo avec les collègues de physique, par exemple, et d'autres. Voilà, Et puis, via là, c'est pluridisciplinaire. Donc, Carte Exo, Carte c'est Exo, vraiment oui, toutes les disciplines. voilà, tout à fait. Et après, nous, on a créé quelques outils de collaboration. Donc, un Slack, par exemple, pour avoir des sujets de conversation. Un Drive qu'une collègue a ouvert avec des partages et des mutualisations de cours pour travailler les nouveaux programmes. On a aussi régulièrement des collègues qui font des fiches de lecture pour d'autres. On a fait une petite formation entre nous au tout début du confinement sur la réalité virtuelle pour s'apprendre mutuellement des choses, comment créer des parcours. Et là, on va lancer un site qui regroupe plein de modalités pédagogiques qu'on fait ou d'expériences qu'on mène qui va être lancé très prochainement. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que il y a de l'émulation, on peut discuter entre nous de sujets, alors soit strictement pédagogiques, soit d'autres sujets concernant la vie des lycées, des collèges. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Un collectif qui crée d'autres collectifs. Ouais, c'est ça. Après, et puis il y a des collectifs comme ça, il y en a un certain nombre qui émergent et je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'après ça reste dans l'informel et c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que finalement, eh bien, c'est par affinité et puis chacun y trouve son compte. Alors, bon, le déconfinement a été mis en œuvre, l'année scolaire est terminée, tu es en vacances, mais je crois que tu travailles quand même pour préparer la prochaine rentrée. Cette expérience de classe inversée, d'inversion de la classe, cette expérience de confinement, est-ce que ça t'a donné des idées pour faire évoluer tes pratiques pédagogiques à la rentrée prochaine? Pas forcément, à part, j'ai beaucoup développé tout ce qui était interactivité dans les vidéos pendant le confinement. Donc ça, c'est quelque chose que je vais garder. Après, honnêtement, j'ai plutôt réutilisé les outils que j'utilisais d'habitude pour essayer de faire une continuité pédagogique interactive et intéressante. Je ne vais pas réutiliser grand-chose de plus à part cette utilisation de l'interactivité dans les vidéos. Pour moi, ça a été l'occasion de formaliser un certain nombre de choses que je faisais déjà, que j'ai mises en forme et que j'ai adaptées à ce contexte de distance. J'ai souhaité aussi que les élèves puissent co-animer avec moi la classe virtuelle pour pas que ce soit tout le temps moi qui soit en train de leur parler. Donc, c'est quelque chose que je faisais déjà en classe, leur demander eux-mêmes de faire des tests Kahoot qu'ils animeront en cours face aux autres élèves. Donc, avec Kahoot, eh bien, les élèves étaient amenés à créer eux-mêmes des tests sur des parties des cours. Et ensuite, pendant la classe virtuelle, je partageais mon écran, je leur donnais les droits et Puisqu'en fait, les élèves travaillaient en autonomie. Voilà, et les élèves, voilà, tout à fait, les élèves me donnaient à l'avance le test pour que je le valide. Et une fois pendant la classe virtuelle, eh bien moi, j'étais en co-animateur, c'est-à-dire je les aidais pour alimenter la conversation, mais c'était eux qui menaient la
la classe virtuelle à partir des tests qu'ils avaient créés. Donc, c'était une façon de les impliquer dans le contenu du cours et de les faire s'exprimer à l'oral et d'animer la classe virtuelle avec les autres. Ce qui a motivé les autres aussi à venir parce qu'ils savaient que ce ne serait pas moi nécessairement qui animerait, mais que ce serait entre eux, ils animeraient le cours. Ça a plutôt bien fonctionné. Tu seras au CLIC en octobre, au CLIC virtuel, au CLIC à distance organisé par Inversion la classe? Oui, on sera alors pour quelque chose autour des balises de remédiation Oui. en histoire-géographie et on fera un atelier à 3 avec Grégory Michnik et Gaël Alez sur la réalité virtuelle en SVT, espagnol et histoire-géographie. Donc, On a une carte blanche là-dessus. Très transversal, très pluridisciplinaire, mais avec un outil particulier. Voilà. Donc, tu penses qu'il aura un intérêt pédagogiquement parlant dans l'avenir? Il faut avancer, il faut regarder quel est l'intérêt précis, quels sont les matériels qui sont utilisables, mais c'est certain qu'il y a un potentiel. Après, il faut défricher tout ça, réfléchir ça ensemble et puis voir ce qui est pertinent ou pas dans cette réalité virtuelle, effectivement. Les enseignants sont-ils des enseignants chercheurs ou des enseignants défricheurs? Je dirais pour ma part plutôt enseignant défricheur, je ne me dirais pas enseignant chercheur, mais je sais que parmi nous, il y en a qui pourraient se prétendre enseignant chercheur, probablement. Je pense que la distinction serait aussi d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire que nous, on est beaucoup dans l'empirique, l'expérimental, parce qu'on fonctionne avec nos élèves dans des contextes. Bon, après, si on a le temps et l'envie, on peut aussi lire des choses pour asseoir un certain nombre de pratiques qu'on met en place. Après, l'enseignant-chercheur serait celui qui fonctionnerait avec une démarche scientifique, qui serait des groupes témoins, des doubles aveugles, etc. Je pense que là, on n'y est pas du tout. Et puis, c'est d'ailleurs un des problèmes d'évaluation des méthodes pédagogiques, je pense. Ce qui montre à quel point il est peut-être nécessaire que Inversion à la classe continue à travailler avec des équipes de recherche, des laboratoires de recherche qui associeraient des enseignants défricheurs, pratiquants, expérimentateurs pour effectivement évaluer les méthodes pédagogiques qui sont expérimentées avec Inversion à la classe, dans les classes inversées par exemple. Oui, et avec l'idée que de toute façon, on est dans une diversité très très forte. Donc, c'est vrai que pour distinguer l'effet pédagogie en lui-même, ça après, c'est quelque chose qu'on laissera aux scientifiques. Jordi, merci pour ces quelques mots, cet entretien qu'on diffusera évidemment sur le site de l'association Inversion à la classe. Merci à toi. Merci à toi, Claude.